Salut les amis, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois de plus aujourd'hui pour une nouvelle émission d'Innov Talk sur Afrique Innov Science. J'ai le plaisir aujourd'hui les amis de vous présenter quelqu'un d'extraordinaire qui a fait ses preuves non seulement au Cameroun, son pays d'origine, son pays, mais également à l'international. Il a écrit plusieurs revues, plusieurs publications qui ont été reconnues dans le monde scientifique. Lui, c'est le docteur Noël Djobo. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Bonsoir, Monsieur Noël Djobo. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innov Science. Bonsoir, c'est un plaisir de faire partie de cette aventure et de contribuer à illuminer la science africaine faite par les Africains aux yeux du monde entier. Bonsoir encore et merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Monsieur Djobo. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots vous concernant? Qui êtes-vous, docteur Djobo? Bon, je dirais que je suis un jeune Camerounais, comme cela a été dit dans l'introduction, qui a fait ses études au Cameroun, c'est-à-dire que j'ai fait mes études primaires dans la ville de Douala au Cameroun, où je suis né tantôt, et jusqu'au secondaire, et ensuite je suis arrivé à l'université de Yaoundé 1, où j'ai continué avec mes études. Tantôt dit que mes études de secondaire étaient sanctionnées par un baccalauréat D, et j'ai continué à l'université de Yaoundé 1 en chimie, où j'ai poursuivi les études jusqu'au cycle doctorat. Et j'ai été sanctionné par un doctorat en chimie. On pourra donner plus de détails sur le contenu dans la suite de l'interview. Avec plaisir, docteur. Oui, et vous avez travaillé ou bien vous travaillez dans le développement des matériaux à base de ciment à faible teneur en carbone. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous définir très simplement le but de vos travaux? Et vous savez, le public aussi qui n'est pas scientifique aimerait bien comprendre ce que vous faites. Ok, merci pour la question, une question très intéressante déjà. Je dirais que aujourd'hui, on sait que l'Afrique en particulier et le monde entier a besoin des infrastructures viables pour pouvoir favoriser l'épanouissement de ses différents citoyens. Il se trouve donc que l'un des matériaux principaux pour développer ces infrastructures inclut le béton. Tout le monde connaît le béton. Et ce béton a une matière première, une matière particulière qu'on appelle le ciment, qui est l'élément principal de la fabrication du béton, avec quelques agrégats, les cailloux, on va dire ça de manière à terre. Mais il se trouve que en Afrique, la production du ciment est très faible comparé à d'autres pays européens et les coûts du ciment normal sont assez élevés comparés aux pays développés, ce qui est paradoxal. Et autre chose, c'est que le ciment en lui-même est un véritable pollueur. Quand on connaît que le béton, le monde entier, est le second matériau en termes de volume le plus consommé après l'eau. C'est-à-dire que quand on évalue la quantité d'eau consommée dans le monde entier, le béton vient juste après. C'est-à-dire que cela permet de voir un peu quelle est la quantité de béton qui est consommée dans le monde entier. Sauf que le ciment, qui est le principal élément entrant dans la fabrication du béton, lui, il est très pollueur. On dit généralement que la fabrication d'une tonne de ciment émet environ 1 tonne de CO2. Et avec le souci du monde entier de pallier au problème de changement climatique, l'industrie du ciment s'est fixé l'objectif de réduire l'empreinte carbone, à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Sauf que cette neutralité carbone inclut le développement de plusieurs technologies. Et parmi ces technologies-là, il y a ce qu'on appelle les ciments bas carbone. Il y a d'autres technologies qui consistent plutôt à utiliser moins de ciment dans le béton. Et ensuite, d'autres technologies consistent à utiliser moins de béton dans le bâtiment.
Ce qui fait qu'on a plusieurs alternatives. Mais sauf que quand on vient à la base, le ciment, c'est lui le principal pollueur. Et donc, du coup, on s'est posé la question, comment pouvons-nous faire pour apporter notre contribution à cette neutralité carbone qui est visée par l'ensemble du monde entier? C'est ainsi qu'on s'est lancé dans des travaux qui consistent à développer des matériaux de construction avec une faible émission de CO2. Plus intéressant encore, c'est qu'au-delà de l'émission de CO2, de la faible émission de CO2, il se trouve que aujourd'hui, actuellement, par exemple, un sac de ciment au Cameroun coûte pratiquement 6 000 et plus. Parce que la matière première utilisée pour fabriquer le ciment en Afrique, pour fabriquer le ciment de manière générale, c'est du clinker. Bon, ce clinker lui-même, là, bon, j'ai dit matière première, c'est un lapsus, mais c'est une matière secondaire parce que le clinker lui-même est un matériau synthétique qui est obtenu à partir de l'argile, du calcaire et d'autres adjuvants comme la bauxite et bien d'autres. Sauf qu'en Afrique, nous n'avons pas assez de gisements de calcaire. Ce qui fait que la majorité des pays africains importent le clinker et broient et mettent dans le sac. Donc, du coup, en Afrique, aujourd'hui, on a très peu de cimenteries dignes de ce nom. On a plutôt des stations de broyage. Vous voyez déjà que toute importation du clinker consiste à faire chuter la balance commerciale, quoi, à faire créer un déséquilibre au niveau de la balance commerciale. Et du coup, on se retrouve avec des prix du ciment au niveau du continent africain qui dépendent essentiellement des pays étrangers qui produisent du ciment. Donc, il y a très peu de pays africains qui ont des cimenteries complètes. Et le Nigeria est en tête. Alors qu'au niveau de l'Afrique, nous disposons de matières premières en grande quantité qui peuvent être exploitées avec un faible impact dans l'environnement pour être transformées dans le développement d'un nouveau type de matériaux. Et ce nouveau type de matériaux que nous développons, ce sont des matériaux qu'on appelle matériaux d'activation alcaline. Comment ça marche? Le matériau d'activation alcaline, en fait, c'est, comme on le dit aussi simplement, on a un matériau solide qui est soit l'argile, soit la latérite, soit la poutrane, qui sont des matières que j'estime que beaucoup d'Africains connaissent et on est au contact avec ces matériaux tous les jours au quotidien. Donc, ce sont ces matières premières que l'on utilise donc pour fabriquer un nouveau type de ciment qui, lui, est un ciment qui durcit, contrairement au ciment conventionnel, qui, lui, son durcissement se fait en présence de l'eau. Ce type de ciment, durcissement se fait en présence d'une solution chimique avec une alcalinité élevée. Docteur Diogo, excusez-moi de vous couper, juste le temps de marquer une petite pause. Pour ceux qui nous regardent, il faudrait préciser que vous avez été formé au Cameroun parce que généralement on se dit que on ne forme pas bien au Cameroun ou en Afrique. Il faudrait bien que ceux qui nous regardent aujourd'hui confirment encore une fois de plus qu'on forme très bien au Cameroun et vous êtes et vous voyagez dans le monde entier pour proposer ces solutions-là. Parce que vous l'avez souligné vous-même, ce sont les Européens ou bien les pays développés qui polluent plus, qui produisent plus le béton. Or, vous venez d'une zone où on n'utilise pas beaucoup le béton, mais malgré cela, vous avez trouvé une solution pour pouvoir diminuer la pollution due à la fabrication du béton. Et ce que vous êtes en train de faire est exceptionnel. S'il vous plaît, je vous laisse continuer dans l'aspect technique de la chose. Oui. Merci déjà pour relancer sur votre web. Bien évidemment, j'ai été formé au Cameroun. J'ai fait toutes mes études jusqu'au doctorat au Cameroun et de surcroît dans le système public. Un produit made in Cameroun pour l'Afrique et pour le monde. C'est très important. Même si j'ai eu à voyager, oui, dans tout mon parcours, j'ai toujours porté la casquette de Camerounais. Voilà, c'est ça. C'est là où je suis maintenant. Et c'est aussi pour dire aux autres Africains que tout n'est qu'une question d'opportunité. Aussi longtemps qu'on peut se mettre, avoir la volonté. Et saisir aussi ces opportunités parce qu'il y a tellement de personnes qui n'ont pas pu saisir les opportunités qu'ils ont eues ou bien qu'elles ont eues comme vous l'avez fait parce que voilà, vous étiez nombreux sûrement qui ont eu cette opportunité-là, mais vous avez
plus saisi et puis voilà, on a vu les fruits. Vous avez écrit tellement de publications, nous allons revenir au cours de l'émission, tellement de publications qui ont été acceptées dans le monde scientifique et vous avez aussi été reçu par le ministre de l'enseignement supérieur, si je ne me trompe pas, c'était l'année passée, et qui vous a félicité pour votre travail. S'il vous plaît, continuons dans l'aspect technique et voilà quoi, de votre travail. J'espère que le langage est assez simple pour permettre à tous ceux qui nous regardent Même si le langage n'est pas assez simple, il faudrait que ceux-mêmes qui ne sont pas dans le domaine scientifique, les Africains, puissent s'habituer à cela parce qu'on a trop entendu que le blanc est fort. Il faudrait aussi qu'on dise que l'Africain est fort dans l'aspect technique. Pas que quand quelque chose est trop complexe, on se dit que non, c'est seulement le blanc ou celui qui est né ou bien celui qui a grandi dans les pays développés. Même au Cameroun, on fait aussi ce qui est complexe. Et nous osons croire que les gens, avec le temps, vont s'y habituer. S'il vous plaît. Oui, oui, très bien, très bien, très bien. On pourra développer cet aspect tout au long de l'interview. Donc, pour continuer là où on s'est arrêté, je parlais donc de comment est-ce que ces liens sont fabriqués. Je parlais des matières premières telles que la latérite qui est disponible dans presque tous les pays africains. Je parle aussi de l'argile qui est aussi disponible dans presque la quasi-totalité des pays africains. Et je parlais aussi des cendres volcaniques qui sont aussi disponibles, et la pouzzolane qui sont aussi disponibles dans plusieurs pays africains, que nous pouvons utiliser pour fabriquer ces ciments. Et ces matériaux-là sont utilisés comme matières premières essentielles pour la fabrication de ces ciments avec des systèmes, avec des solutions chimiques que l'on prépare. De manière simple, c'est comme ça que ces ciments sont fabriqués. Il se trouve donc que le processus de fabrication de ces ciments-là a un faible impact carbone, c'est-à-dire qu'une faible émission de CO2 comparée aux ciments conventionnels qui sont utilisés un peu partout. Et au-delà de l'aspect réduction de l'environnement, je reviens toujours parce qu'en Afrique, comme je l'ai dit, on a un faible PIB. Beaucoup de pays africains ont un très faible PIB. Donc, on se rend donc compte que le fait de pouvoir utiliser nos ressources locales pour développer des matières, ce type de matériaux de construction est une plus-value pour les différents pays africains. En ce sens-là qu'on pourra donc maintenant disposer des unités de production de ces matériaux dans presque tous nos villages. Encore faut-il rappeler que la technologie pour la mise en œuvre de ces matériaux de construction est vraiment simple. Elle ne demande pas un savoir-faire particulier. Vraiment simple. Donc, cela est un très grand avantage pour nous, Africains, qui ne disposons pas toujours assez de moyens pour pouvoir développer une industrie assez lourde. Donc, cela est une véritable aubaine pour les pays africains pour leur permettre de parler à leurs déficits infrastructurels tout en développant leur économie au même moment. Donc, je peux m'arrêter là pour le moment. Merci beaucoup, monsieur, pour l'aspect technique et l'explication technique de votre travail. Nous allons venir aussi sur l'aspect humain pour essayer un peu de comprendre vos motivations, ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce développement voilà, des matériaux qui innovent, qui apportent quelque chose de nouveau en fait dans ce monde scientifique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce qu'il faut préciser que tout ce qui concerne l'innovation n'est pas facile parce qu'on apporte quelque chose de nouveau. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche parce qu'il faut d'abord maîtriser déjà le state of the art qui existe. C'est-à-dire que ce qui existe déjà sur le marché, il faudrait déjà bien maîtriser pour être sûr qu'on apporte une certaine innovation. Donc là, cette complexité, malgré cette complexité, vous avez continué à travailler dessus. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ça pourrait aider ceux qui nous regardent. Pourquoi pas? Ok. Je dirais donc que, comme tout jeune Camerounais, moi, j'ai toujours aimé faire des longues études. C'est-à-dire, quand j'ai eu mon baccalauréat initialement, dans mon idée, c'était que, bon, il faut faire des longues études parce que j'aime toujours faire partie du top. Faire partie du top. Et pour faire partie de la crème, c'est pas toujours évident. Il faut pousser un peu plus loin. Donc, du coup, quand j'ai eu mon baccalauréat, je suis entré en filière chimie à l'université. Moi, initialement, dans ma tête, c'était que bon, je m'en vais juste au doctorat, on va voir ce que ça donne après. Et sauf que dans mon parcours, j'ai été en contact avec des aînés
qui étaient déjà en cycle de recherche. Et nos différentes discussions m'ont permis de consolider mes préjugés. En ce sens-là que je me suis rendu compte que, effectivement, à travers la science et la recherche, on peut impacter la vie des autres, on peut apporter un plus au développement du monde. Et surtout que c'est un domaine où il n'y a pas de la rhétorique, on ne fait pas la même chose tout le temps. On est toujours en train de faire de nouvelles choses, on est toujours en quête d'innovation, on est toujours en quête de nouvelles idées. Et cela m'a directement marqué. Et pourquoi j'ai choisi de travailler sur les matériaux de construction? Tout simplement parce que quand vous arrivez en Master 2 au Cameroun, vous devez choisir un laboratoire dans lequel travailler. Sauf que quand j'ai regardé tous les autres laboratoires de chimie qui faisaient aussi des choses vraiment fantastiques, le laboratoire de la chimie des matériaux de l'Université était beaucoup plus attrayant pour moi parce que ce qu'on faisait là-bas était beaucoup plus pratique. Je me suis rendu compte qu'au bout de mes travaux, je pouvais avoir quelque chose de palpable, qu'on peut toucher avec le doigt. Et l'impact pouvait aussi être directement visible par monsieur lambda, sans avoir besoin de faire un très grand effort. Et vu aussi la difficulté avec la disponibilité du ciment que l'on rencontre au Cameroun et dans bien d'autres pays africains, cela était donc autant de motivations qui m'ont poussé à me lancer dans cette thématique de recherche, étant donné tous les avantages que j'ai présentés précédemment. Donc, je me suis lancé, très intéressé, et dès mon master, j'ai travaillé sur l'utilisation de la pouzzolane naturelle pour fabriquer ce type de liens. Et pour ce travail-là, j'avais exploré la pouzzolane des villes comme Djungo, des villes comme Galim dans le Moutos au Cameroun. Djungo, c'est dans le littoral. Et c'est la carrière qui est actuellement utilisée par une cimenterie locale pour pouvoir fabriquer son ciment. Donc, j'ai travaillé sur ces matériaux et les résultats ont été assez intéressants dès mon master. Cela m'a donné encore plus de motivation de continuer au cycle doctorat, presque toujours dans la même thématique, mais en poussant un peu plus loin, en essayant de développer, en essayant de travailler sur une meilleure compréhension de comment est-ce que cette matière première, la poussière naturelle, peut être utilisée pour fabriquer ces types de liens. Donc, c'est un peu à ça que les thèses ont consisté. Donc, j'ai pris ces matériaux, je les ai investigués. Il faut noter que j'ai oublié du moins dans ma présentation initiale, elle n'était pas assez exhaustive parce que moi, je savais qu'on devait rentrer dans le détail. Dans le cadre de mes travaux de doctorat, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse qui s'appelle de TOAS. C'est une bourse qui est offerte par... La TOAS, c'est une organisation mondiale qui est affiliée à l'UNESCO, qui se charge de soutenir la recherche dans les pays tiers. Et cette organisation m'a offert un financement pour aller en Inde faire mes travaux de recherche de doctorat. Et c'est là-bas que j'ai fait une bonne partie de mes travaux de recherche de doctorat. Et je suis rentré au Cameroun et c'est au Cameroun que j'ai soutenu mon doctorat, en fait. Wow. C'est un parcours vraiment inspirant. C'est un parcours qui peut motiver plus d'un. Et surtout les plus jeunes qui nous regardent, les étudiants qui nous regardent aujourd'hui vraiment depuis l'Afrique, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun, ils vont confirmer en fait que voilà, on peut avoir de très bons résultats étant sur le continent parce qu'il ne faut pas forcément voyager. C'est bien de voyager, vivre à l'extérieur et tout, mais il est aussi possible de rester en Afrique et puis d'impacter le monde scientifique. Monsieur Djobo, j'aimerais bien savoir si vous êtes dans quelle phase vous êtes dans le développement de ces matériaux. Est-ce la phase finale? Êtes-vous déjà en train d'essayer sur le terrain ou bien vous êtes encore en train de développer? Très bien. Phase finale, non. C'est la recherche. La recherche n'est finie pas. On va toujours continuer de chercher sur des années, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Il faut dire que jusqu'à présent, on a obtenu des résultats intéressants qui peuvent nous permettre déjà d'aller à une échelle pilote. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de dire que bon, on va développer une petite unité pilote où on va essayer de voir comment est-ce qu'on va produire ça de manière massive. Parce qu'il faut le réitérer, la recherche des laboratoires est différente de la recherche industrielle.
Parce que quand il faut quitter le laboratoire pour aller au niveau industriel, il y a pas mal de choses qu'il faut mettre en œuvre. Et ce n'est pas une étape à laisser En tomber. quelques jours ou en quelques Oui, années. oui. Ça demande beaucoup de choses parce que pendant mes travaux de recherche en Inde, j'ai eu l'opportunité de faire partie de l'équipe où j'étais, où eux, ils avaient essayé de traverser ce gap-là. C'est-à-dire qu'à partir des résultats qu'ils avaient obtenus au laboratoire, ils ont développé une unité pilote où ils produisaient des matériaux en utilisant cette technique-là. Et j'ai pu voir les défis qu'ils ont rencontrés dans cette traversée. Et Ouais, je vous dis, c'est possible, mais ça demande beaucoup d'efforts et d'investissement pour y arriver. C'est pas toujours évident. Donc, effectivement. ouais, c'est un peu ça. Donc, l'étape où nous sommes maintenant, si on continue toujours d'explorer toutes les autres ressources naturelles disponibles localement et qui peuvent être utilisées pour développer ces types de matériaux de construction. Donc, c'est comme ça que les travaux se sont élargis à d'autres matériaux comme la latérite, comme l'argile, où on est toujours en train de comprendre leur réactivité et les paramètres qui peuvent permettre leur exploitabilité. Et il faut le rappeler encore que je suis actuellement chercheur à la mission de promotion des matériaux locaux, qui est Oui, une... MIPROMALO, Local Oui, Material Promotion Authority au Cameroun. au Cameroun, bien sûr, qui est un centre de recherche sous la coordination du ministère de la Recherche scientifique et qui Effectivement. a pour but justement de promouvoir la valorisation des ressources locales pour le développement du pays. Donc, c'est exactement dans cette thématique que je me trouve. Oui, la MIPROMALO, comme je le disais tantôt, est la mission de promotion des matériaux locaux du Cameroun, qui a pour mission principale de développer les technologies qui vont permettre de trouver des conditions d'exploitabilité des matières premières disponibles au Cameroun afin de leur utilisation dans la construction des différentes infrastructures. C'est de manière, grosso modo, la mission de ce centre de recherche. C'est effectivement là-bas que je suis actuellement en service où je développe donc des matériaux de construction de tout genre. D'accord. Merci beaucoup pour cette information. Monsieur Diobo, entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, quelle recherche conseillez-vous aux Africains? Très bien. Je ne dirais pas que l'une est meilleure par rapport à l'autre. Étant Mhm. donné que, on dit, pratique sans théorie est vide, théorie sans pratique est aveugle. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que les deux se complètent. On en a besoin absolument des deux types de sciences pour pouvoir se développer. À la seule différence qu'on devrait avoir des priorités. La recherche fondamentale, c'est de particulier qu'il est extrêmement coûteux. Non seulement il est coûteux, il demande beaucoup de temps. Tandis que la recherche appliquée ou la recherche industrielle a cet avantage que c'est plus pratique, c'est direct. C'est-à-dire que dès qu'on développe un produit, on peut facilement le mettre sur le marché, on commence à le commercialiser, on a des retombées. Donc, l'Afrique se doit de faire ces deux types de recherche. À la seule différence qu'elle doit privilégier la recherche appliquée par rapport à la recherche fondamentale. Mais ne pas négliger la recherche fondamentale. Parce que ce qui se pose aujourd'hui au niveau du continent africain et qui est l'une des difficultés que tout scientifique rencontre, sur le continent rencontre, c'est le problème de moyens financiers et de moyens infrastructurels. La recherche demande beaucoup de moyens et un environnement assez sain. Mais nos pays africains n'ont pas toujours pris conscience du pouvoir de la et n'investissent pas assez dans le domaine. C'est la raison pour laquelle que nous on dit recherche fondamentale, recherche appliquée, tant que la recherche qu'on fait au niveau du continent ne se situe pas dans le cadre d'une stratégie continentale ou bien d'une stratégie dans chaque pays, alors là, ça devient très, très, très complexe. Les recherches que nous faisons auront très peu d'impact sur les populations, tout simplement parce que nous, aujourd'hui, scientifiques, avons deux défis. Le défi de pouvoir produire des travaux de recherche compétitifs à l'échelle internationale et en même temps le défi de résoudre nos propres problèmes. Comment faisons-nous pour parler à ces deux défis? Pour parler à ces deux défis, on fait ce qu'on appelle
fait une recherche globale, c'est-à-dire fait une recherche d'un intérêt global, c'est-à-dire d'un intérêt mondial, mais pour lequel l'Afrique est le plus touchée. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, l'Afrique est le continent qui souffre le plus de paludisme. Quand on fait la recherche sur le paludisme aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a le paludisme dans les pays en Amérique latine. Oui. Mais quand on fait la recherche aujourd'hui, c'est parce que ça nous touche d'abord. Et les solutions que nous on développe au niveau africain peuvent aussi permettre de résoudre les problèmes qui sont situés en Amérique latine. Effectivement. Dans le domaine du solaire, aujourd'hui, l'Afrique souffre d'un véritable déficit énergétique. Sauf qu'il est l'un des continents les plus ensoleillés au monde. Les Occidentaux, eux aussi, sont dans la transition énergétique. Ils ont besoin des énergies renouvelables. Ouais. Même si nous faisons de la recherche sur le solaire, eux aussi font de la recherche sur le solaire. Ça veut dire qu'en termes de complexité, en termes de qualité de recherche, on devrait se situer au même niveau. Or, l'avantage que nous avons, c'est qu'on fait une recherche pour laquelle elle a un intérêt pour les autres et elle a un intérêt encore beaucoup plus élevé pour nous. Ce qui fait que les solutions que nous développons dans le cadre de nos travaux de recherche peuvent être aussi vendues aux autres. C'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Quand un pays développe une technologie, après, il doit commercialiser cette technologie aux autres. Et c'est ça qui lui permet d'avoir de l'argent. C'est ça qui lui permet d'avoir un certain statut mondial et de pouvoir négocier des contrats avec beaucoup de zèle par rapport aux autres, contrairement à nous, pays africains, qui généralement négocient des contrats avec nos ressources de matières premières qui ne valent pas grand-chose quand elles ne sont pas transformées. Effectivement. Monsieur Djebou, vous avez dit quelque chose de très pertinent. C'est important d'avoir une stratégie nationale ou continentale lorsque on veut faire la recherche fondamentale. Cela m'amène à vous poser la question de savoir si la diaspora, les scientifiques qui sont dans la diaspora, donc les Africains qui sont hors de l'Afrique et qui ont un peu plus de moyens, qui sont plus proches des personnes susceptibles à investir, à financer la recherche. Est-ce que ces membres de la diaspora scientifique ont un impact assez conséquent dans la recherche, non seulement fondamentale, mais appliquée aussi en Afrique? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour avoir un peu plus d'impact, pour travailler avec vous un peu plus? Parce que ça ferait énormément plaisir d'entendre que les Africains qui sont scientifiques et qui sont dans la diaspora ont invité leurs frères, leurs sœurs qui sont sur le continent et non que c'est telle université ou bien telle organisation qui a financé des scientifiques qui sont en Afrique, mais qui est cette synergie-là entre les Africains qui sont éparpillés un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cela, docteur? Comme je le disais tantôt et comme vous l'avez si bien dit dans l'entame de votre propos, tout cela doit se situer dans le cadre d'une stratégie nationale ou même continentale. Ça veut dire que si je prends l'exemple des pays asiatiques, aujourd'hui, beaucoup de professeurs américains, européens, canadiens, qui prennent leur retraite dans leur pays, sont systématiquement recrutés dans les meilleures universités de ces pays. Pourquoi? Ils ont un savoir-faire qu'il faut exploiter. Le fait qu'on les fait venir dans ces pays, dispenser des cours, superviser des étudiants, cela permet une diffusion très rapide de la technologie et de la science. En ce qui concerne la diaspora, aujourd'hui, il existe une fracture énorme entre la diaspora africaine et le continent africain. La seule véritable relation qu'ils ont entre eux, c'est les transferts d'argent tous les mois. Ce qui n'a vraiment pas un impact dans le développement du continent. Ce qui reste vraiment illusoire parce que si on vous donne de l'argent aujourd'hui, vous allez consommer, demain vous en aurez besoin. Il faut donc trouver une autre stratégie. Si les pays africains détenaient une stratégie de développement à travers la recherche et la science, cela aurait permis que les compatriotes qui sont situés en Europe ou en Amérique puissent venir régulièrement dans le cadre des programmes bien définis, faire des cours, des séminaires et accroître la collaboration avec d'autres pays africains. Et quand on parle de collaboration, il y a un mot il y a quelque chose qui revient, l'argent.
Pour pouvoir collaborer, il faut bien que le chercheur africain se déplace pour aller en Europe, le chercheur européen se déplace pour venir en Afrique. Étant donné que nos pays africains ne disposent pas de cette stratégie, alors là, ça devient compliqué. Oui, ça devient compliqué. J'ai eu la chance de faire partie d'une commission de réflexion avec l'Union européenne où il était question de réorienter la stratégie de coopération entre l'Afrique et l'Union européenne et de l'axer beaucoup plus dans le domaine des sciences et de la technologie. Parce qu'il n'était plus question de faire l'aide au développement qui ne nous amène pas grand-chose, mais plutôt d'investir dans le cadre de la recherche et de la science. Il y a même eu un document qui a été publié à l'issue de ces travaux où on a essayé de démontrer, où il y avait un panel d'experts qui ont rédigé le document et nous, on était dans le panel qui avait pour but de réviser, d'expertiser ce document-là afin de se rassurer que les intérêts de l'Afrique soient réellement assurés. À travers ce document-là, donc maintenant, on essaie donc de réorienter la collaboration entre l'Europe et l'Afrique, mais beaucoup plus dans la recherche. Et cela a aussi permis de mettre sur pied un certain nombre de financements par les Européens, mais pour les Africains. Un type de financement c'est unique en Afrique. Il n'existait presque pas avant. Et un type de financement que l'on voit aussi en Europe, où on vous donne beaucoup d'argent pour faire un travail de recherche sur 5 ans étant sur le continent africain. Tandis que beaucoup d'autres modes de financement consistaient à favoriser les échanges et les voyages. Or, ces voyages, c'est bien, mais cela ne résout pas le problème qui est le problème infrastructurel. Alors que ce nouveau type de financement qui a été mis sur pied par l'Union européenne et qui collabore avec l'Académie africaine des sciences, il faut le noter, je ne l'ai pas dit tantôt dans mon introduction, je suis membre affilié de l'Académie africaine des sciences, qui est une antichambre pour devenir ce qu'on appelle fellow de l'Académie. C'est la chambre la plus élevée de l'Académie africaine. Avant qu'elle y ait ce qu'on appelle l'Académie africaine des sciences qui recrute les jeunes scientifiques talentueux sur le continent et leur permet, à travers leurs travaux, de promouvoir l'Afrique, leur donne des formations de mentoring, de coaching dans le cadre de la science, dans le cadre de la diplomatie scientifique, dans le cadre de la communication scientifique, pour leur permettre à ce que leurs travaux de recherche aient un impact beaucoup plus élevé sur le continent africain. Monsieur Diobo, vous êtes un notable de la science. Oh, merci. Oui, bien évidemment, on se doit de promouvoir la science africaine. Moi, je parle de la science africaine. Il n'est pas une science à part par rapport aux sciences faites par les autres. Parce que c'est un savoir-faire, une manière de penser africaine qui est mise en avant. Oui, parce que nous avons nos problèmes et c'est en pensant d'une certaine façon, ciblée qu'on pourra résoudre nos problèmes en fait, avec les moyens que nous avons. Effectivement. Actuellement, par exemple, pour toujours une parenthèse, l'Union africaine s'est fixée un agenda en 2063 avec des priorités en termes de recherche et développement. La priorité numéro 1, c'est la santé, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sans la santé, on ne peut absolument rien faire. Or, l'Afrique se doit de travailler pour maîtriser son système national de santé, pour développer sa propre médecine, afin de résoudre ses propres problèmes et voire même l'exporter. Donc ça, c'est l'une des priorités de l'Union africaine. La recherche et l'innovation à travers les sciences et technologies, les STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Le solaire, les nouvelles technologies, tout ça, on se doit de les développer. Cela rentre dans le cadre des priorités que l'Union africaine s'est fixées. Et l'Union africaine travaille en étroite collaboration avec le NEPAD, qui est une organisation toujours panafricaine, qui sert de liaison, qui est beaucoup plus spécialisée dans l'aspect de promouvoir les sciences et la technologie et la vision de l'Union africaine. Et elle collabore donc maintenant avec l'Académie africaine des sciences. Wow, merci beaucoup pour toutes ces informations, Monsieur Diobo. Monsieur Diobo, admettons que la recherche fondamentale, la recherche appliquée se passe très bien dans certains projets sur le continent africain. Et
Bon, je prends un exemple, hein, des recherches qui se sont déroulées il y a cela quelques années. Est-ce que vous pensez que après, lorsque ces recherches ont été terminées, est-ce qu'il y a eu, on peut dire, euh, une utilisation concrète dans la vie de tous les jours des résultats de ces recherches-là? Parce que au, chaque jour, il y a des recherches, nous entendons parler des chercheurs sur le continent africain, mais on ne voit pas vraiment une certaine évolution dans la vie de tous les jours des Africains. De fois, on se dit même que le peu de chercheurs que nous avons, dès qu'ils finissent de faire leurs recherches, ils quittent l'Afrique pour partir dans d'autres continents et ou bien d'autres continents pour utiliser les résultats de leurs recherches. Est-ce que la recherche que nous faisons en Afrique vise vraiment à résoudre nos problèmes sur le long terme, docteur? Oui, bien évidemment, j'ai déjà partiellement répondu à cette question en vous disant que l'Afrique, nous avons un défi. Pour pouvoir exister au niveau mondial, on se doit de faire une recherche mondiale. On se doit de travailler dans des thématiques de recherche qui sont d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir produire ces résultats scientifiques publiés dans des revues internationales, comme on le fait actuellement, il faut faire une recherche d'un niveau international avec un impact global. Sauf que nous, Africains, dans ce mélange-là, on se rassure que cette recherche que nous faisons a un impact, permet aussi de résoudre les problèmes des Africains. Mais pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que ces recherches, on ne ressent pas l'impact de ces résultats de recherche alors qu'on produit quand même, hein, même si par rapport aux autres, on n'en fait pas assez, mais si on fait le ratio entre les moyens mis à notre disposition et les productions scientifiques, je peux dire que nous sommes vraiment, on s'en sort très bien au niveau du continent africain. L'impact n'est pas assez visible tout simplement parce qu'il n'existe pas de stratégie. Je prends un exemple simple. En Europe, il y a l'Union européenne, il y a ce qu'on appelle les European Research Council Grant. C'est un type de financement offert par l'Union européenne aux Européens ou bien à tous chercheurs qui veulent venir travailler sur le continent européen. Ce sont des financements où il y a deux catégories. Il y a la catégorie pour les jeunes, il y a une catégorie pour les seniors. Où on vous donne énormément d'argent. Pour les jeunes, on vous donne jusqu'à 1,5 million d'euros. Et pour les seniors, on vous donne jusqu'à 5 millions d'euros pour travailler sur 5 ans. Ou vous travaillez sur une thématique de recherche qui a été préalablement sélectionnée parmi tant d'autres projets. Sauf que quand vous finissez votre projet de recherche, l'Union européenne lance encore un financement qu'ils appellent ERC Grant Proof of Concept. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont été initialement financés par ces deux types de financement, s'ils ont obtenu des résultats qui peuvent faire l'objet d'une application industrielle, on leur donne encore des financements supplémentaires pour leur permettre d'approfondir l'approche application industrielle des résultats qu'ils ont obtenus. Wow. Vous voyez que dans cette logique-là, dès lors, dans la deuxième phase, ils réussissent à voir des résultats palpables, les entreprises directement s'intègrent dans cela et rachètent pratiquement le projet ou alors investissent dans le projet pour pouvoir bénéficier. C'est un peu ça le mécanisme. Et du coup, dans cette même lancée, il existe des programmes de financement européens qui consistent à travailler entre une université et une industrie. Effectivement. Les travaux que vous faites permettent de résoudre un problème particulier en entreprise. L'entreprise apporte une partie du financement, l'Union européenne apporte une partie du financement. Donc, c'est dans tout ce mécanisme-là que la recherche dans ces pays-là a un impact vraiment élevé. Effectivement. Cette condition-là, il est normal que si une entreprise aille collaborer dans un projet qui donne des résultats palpables, c'est tout à fait normal qu'elle implémente de manière industrielle et elle en a les moyens. Et elle peut prendre le crédit là-bas. Donc, c'est tout ça qui fait que l'application industrielle est beaucoup plus visible. Quand vous voyez par exemple l'Allemagne, en Allemagne, là, plus de 50, si je ne me trompe pas, plus de 50% de la recherche en Allemagne est financée par l'industrie. 50-60% financée par l'industrie. Le reste, ça par le ministère allemand, la BMBF, le ministère allemand de l'éducation et de la recherche,
ou le ministère de l'Environnement, ou bien tous les ministères qui financent. Mais quand vous voyez, c'est financé majoritairement par l'entreprise. Par l'industrie. Par l'industrie. Donc, ça fait que les résultats, et pourquoi c'est comme ça? Parce que l'industrie, elle n'a pas le temps que nous avons en académie. Ouais. En académie, on a le temps de travailler sur des projets sur des longues durées, mais l'entreprise, elle, quand elle initie un projet, c'est 1 an, 2 ans, puisqu'il faut qu'elle ait des résultats. Oui, il faut les résultats. Ils sont là. Oui, quand elle collabore avec l'université, l'université a le temps de faire ses travaux de recherche. Et du coup, quand les résultats sont un peu palpables, l'entreprise va se permettre de prendre à ce niveau-là et de continuer à développer ses problèmes. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Or, sur le continent africain, il n'y a pas tous ces mécanismes-là. Il n'y a pas un système de financement de la recherche.